les opportunités que je vous propose cette semaine, et on en aura 4. 4 opportunités, 3 actions, et on terminera avec un ETF dédié évidemment aux investisseurs qui aiment jouer plutôt la sécurité. Alors tout d'abord, on va commencer avec donc l'action Enlight Renewable Energy. Alors qu'est-ce que c'est? Ici, cette société, c'est avant tout un spécialiste dans le développement et l'exploitation de projets d'énergie renouvelable à l'échelle industrielle. En tant que développeur de projets et producteur d'énergie, l'entreprise contrôle l'ensemble du cycle de vie de ces projets, fait assez rare mine de rien dans le secteur. Ses actifs en énergie éolienne et solaire se situent principalement aux États-Unis, en Europe ainsi qu'en Israël. La société est cotée en bourse depuis février 2010 à Tel Aviv et depuis 2023, elle est aussi présente sur la bourse américaine du Nasdaq. Alors, qu'est-ce qui nous pousse concrètement aujourd'hui à nous intéresser à cette société? La première raison, c'est évidemment la croissance de la demande mondiale en électricité avec les ressources renouvelables en tête des ajouts de capacité. Et oui, puisque la crise énergétique de 2022 a eu un impact significatif sur l'économie mondiale, augmentant les coûts notamment de production d'électricité. Malgré cela, ici, la demande mondiale en électricité a montré une résilience remarquable, augmentant de près de 2% en 2022. Alors ici, maintenant, si on se fie un rapport de l'Agence internationale à l'énergie, l'AIE, la demande mondiale en électricité devrait continuer de croître de l'ordre de 3,2% en moyenne en 2024 et 2025. Or, cette croissance, elle sera largement alimentée à la fois par la Chine, l'Inde et évidemment l'Asie du Sud-Est. Donc globalement, l'Asie devrait représenter pour la première fois la moitié de la consommation mondiale d'électricité d'ici 2025. Pour ce qui est du marché américain, la consommation d'électricité devrait, elle, augmenter de 3% en 2024 et de 2% en 2025, soutenue notamment par une demande accrue pour la climatisation et l'expansion notamment des centres de données. La plus grande source d'augmentation de la production d'électricité provient donc essentiellement d'énergie renouvelable, le solaire représentant ici plus de 70% de l'augmentation de la production américaine, ce qui est relativement important et notamment avait été bien aidé en termes de développement par les politiques accommodantes mises en place par Joe Biden. En Europe, le dernier segment ici, l'avant-dernier segment couvert par la société, la demande en électricité devrait, elle, augmenter de l'ordre de 1,4% en moyenne entre 2024 et 2025, avec une part croissante de sources sans émissions de CO2, telles que notamment l'éolien et le solaire. Alors, si on va faire un tour du côté de l'Asie, ici, et qu'on revient notamment sur l'Inde, la demande en électricité a connu une forte croissance post-pandémie et atteignant jusqu'à 8,4% en 2022. L'Inde prévoit maintenant d'atteindre une capacité de 500 gigawatts de sources non fossiles d'ici 2030. Globalement, la production d'énergie renouvelable devrait augmenter de plus de 9% par an jusqu'en 2025, soutenue par des politiques gouvernementales toujours évidemment plus favorables. Alors, autre élément également qui nous pousse à nous intéresser à cette société, c'est évidemment la croissance robuste de la capacité de production et ses perspectives financières plutôt optimistes pour 2024. En effet, Enlight Renewable Energy devrait à la fois développe et exploite des projets d'énergie renouvelable à grande échelle, principalement d'ailleurs des projets éoliens pour l'instant terrestres, ainsi que des projets combinés solaires et stockage aux États-Unis, en Europe et en Israël. L'entreprise gère tout le cycle de vie des projets, depuis leur développement jusqu'à la propriété et la pleine exploitation, ce qui lui permet d'obtenir notamment des rendements plus élevés toujours sur ces projets. Au 31 mai 2024, le portefeuille total de l'entreprise représentait une capacité de 20,59 gigawatts et 32 gigawatts de stockage, avec une forte proportion ici de projets en développement avancé. Aux États-Unis, Enlight possède un portefeuille de projets solaires et de stockage totalisant 15 gigawatts ici en termes de production et 20 gigawatts pour le stockage, dont 3,1 gigawatts de production et 4,1 gigawatts pour les projets dits matures, ce sont les plus avancés. Alors l'entreprise a connu une croissance également significative, ici grâce à l'ajout de nouveaux projets opérationnels et à des niveaux de production robustes. Entre 2021 et 2023, la capacité opérationnelle est passée de 0,72 gigawatts à 1,88 gigawatts avec une prévision de 2,43 gigawatts pour 2024.
La capacité de stockage ici d'énergie a elle aussi bien augmenté avec des plans qui devraient atteindre donc les 1,88 gigawatts dès 2024. Du côté de ses fondamentaux, ici, l'entreprise s'améliore avec une demande notamment, évidemment, en forte croissance pour l'énergie et une hausse des prix. Les coûts des panneaux solaires également et des batteries ont diminué, ce qui devrait améliorer ici la marge d'Enlight. Pour 2024, la société prévoit notamment des revenus entre 335 et 360 millions de dollars, ainsi qu'un EBITDA ajusté de l'ordre de entre 235 et 255 millions de dollars. Pour ce qui est de la performance financière du groupe, pour les 12 derniers mois, on a une augmentation ici des revenus qui sont passés à 275,1 millions de dollars, soit en hausse de 7,6% par rapport à 2023. Cependant, le petit point noir ici, c'est plutôt le flux de trésorerie opérationnelle qui lui a diminué de l'ordre de 13,5%, principalement en raison notamment des investissements dans le fonds de roulement et de l'augmentation des comptes débiteurs. En effet, Enlight continue d'investir massivement dans de nouveaux projets, ce qui a aussi entraîné une baisse de 14,2% du flux de trésorerie libre, atteignant un nouveau plus bas, valorisé en tout à moins 664 millions de dollars. Pour ce qui est de sa valorisation boursière, maintenant Enlight se négocie actuellement avec une prime par rapport à la moyenne de ses pairs, mais elle offre pour l'instant, je trouve, le meilleur rendement par unité de risque prise. C'est-à-dire que globalement, même si elle est un peu plus chère que les autres, en termes de rendement surtout, elle est nettement plus intéressante, offre un meilleur potentiel, et globalement, du côté de son bilan, je trouve aussi qu'elle est relativement plus stable en termes de croissance, malgré le petit point noir effectivement de ses flux de trésorerie. Quoi qu'il en soit, il existe malgré tout évidemment quelques risques clés à connaître. Enlight fait face à une concurrence croissante, notamment dans l'industrie des énergies solaires et dans les éoliennes. La forte concurrence pour les contrats d'achat et la pression également à la baisse sur les prix de l'équipement peuvent affecter négativement ses revenus. Ensuite, on a également le fait que la production d'énergie dépend aussi des conditions météorologiques parfois imprévisibles, donc ça reste un risque toujours permanent. La société dépend également de prestataires tiers pour divers services et toute défaillance évidemment de leur part pourrait entraîner une sanction immédiate du titre sur les marchés. Enfin, les tensions commerciales et les tarifs douaniers ici pourraient affecter négativement l'entreprise. On pense évidemment à la guerre commerciale qui pourrait être relancée entre les États-Unis et la Chine, qui a déjà été entamée par Joe Biden, mais qui pourrait évidemment s'accentuer en cas de victoire du président Trump. Alors maintenant, passons sur le graphique justement d'Enlight. Voyons un petit peu ce qu'on a ici à l'écran. Bon, globalement, on voit bien, on était sur une belle tendance baissière et on avait atteint un plus bas ici à 14,09 $ l'action le 2 juillet en début de mois avant de commencer à bien rebondir. Alors actuellement, on est sur un niveau plutôt intéressant. On a buté ici sur la moyenne mobile 100 en graphique daily. On a également buté ici sur une résistance oblique. En revanche, on a déjà fait un pullback, on est déjà revenu en arrière sous le niveau des 16,50 $ l'action, ce qui nous laisse penser maintenant qu'il ne manque plus qu'un petit déclencheur pour que l'impulsion haussière se mette en place et réussisse enfin à casser ces niveaux. L'objectif à aller chercher, il est relativement simple. Ici, on va vers un potentiel de 21,21% de rendement sur cette opportunité, de plus-value sur cette opportunité, avec un take profit qui sera placé donc à 20 $. C'est l'objectif à atteindre sur le court, sur un horizon de temps étalé sur 12 mois, évidemment. On est effectivement sur des gros projets d'infrastructure. On a également le calendrier politique qu'il faut prendre en compte. Donc c'est pour ça qu'on se laisse quand même toujours, comme d'habitude, quelques mois supplémentaires par rapport à l'horizon idéal d'investissement, quelques mois pour absorber les chocs à court terme qui pourraient avoir lieu. Et là, je pense spécifiquement vraiment aux élections. Si Donald Trump devait passer, si on devait avoir une cassure et une réduction pour l'instant des avantages qui avaient été donnés par le gouvernement Biden aux entreprises qui se développent dans le renouvelable, ça pourrait impacter négativement le cours à court terme, mais pas à long terme sur l'action. Cependant, on reste quand même sur un niveau de risque élevé, étant donné le nombre de facteurs justement de risque sur lesquels l'entreprise a peu de contrôle et qui toutefois ont quand même de fortes chances potentiellement de se réaliser. En tout cas, plus fortes que sur d'autres actions qu'on verra juste après. Allez, on enchaîne et on va pouvoir poursuivre avec une nouvelle opportunité ici sur l'entreprise Rocket Lab. Alors Rocket Lab,
Pour ceux qui ne connaissent pas cette entreprise, elle est spécialisée dans l'aérospatial et notamment elle est spécialisée dans les services de lancement et de développement, fabrication de petites et moyennes fusées, de systèmes également de propulsion et d'autres composants pour l'ensemble de l'industrie spatiale. Ces activités se divisent pour l'instant en deux principaux segments. On retrouve notamment les services de lancement, donc les livraisons de charges utiles en orbite terrestre, que ce soit pour des missions individuelles ou des missions en partage de charges, c'est-à-dire plusieurs petits satellites de différents clients dans une seule unité de charge utile. Et le second segment, lui, est composé des systèmes spatiaux, c'est-à-dire la conception de services, la gestion de programmes spatiaux et la fabrication de composants et de vaisseaux spatiaux. Qu'est-ce qui me pousse ici à m'intéresser à Rocket Lab? La première raison, c'est tout simplement la reprise des lancements de fusées Electron. Rocket Lab se spécialise dans la livraison de cargos spatiaux et le développement d'équipements pour l'industrie spatiale. L'entreprise opère dans le segment donc des services de lancement et des systèmes spatiaux et depuis le premier lancement de la fusée Electron en 2017, Rocket Lab a effectué 50 lancements avec un taux de réussite de 92%. Cependant, en septembre 2023, un accident a interrompu cette série. La cause a été identifiée comme un court-circuit rare et des améliorations ont été apportées donc pour prévenir de futurs incidents sur ces prochains lancements. Grâce à ces corrections, Rocket Lab a repris les lancements en décembre 2023, atteignant un record de 10 lancements pour l'année. En 2024, la société a déjà effectué 8 lancements réussis au premier semestre, démontrant ainsi sa capacité à surmonter les difficultés et à maintenir la confiance de ses clients. Le deuxième élément ici qui me pousse aussi à choisir cette action, ce sont les nouveaux contrats et la croissance des commandes. Et oui, parce que ça compte aussi. Rocket Lab a récemment donc signé plusieurs contrats ambitieux, doublant ici pour l'instant son carnet de commandes annuel pour atteindre les 1,02 milliard de dollars rien qu'au premier trimestre 2024. Parmi ces contrats, celui passé notamment avec l'entreprise japonaise Synspective, ici qui prévoit 10 lancements donc Electron entre 2025 et 2027. Un autre contrat également avec les forces spatiales américaines d'une valeur de 32 millions de dollars implique le développement et le lancement d'un vaisseau spatial spécialisé. En tout, Rocket Lab a des contrats pour 22 lancements de la fusée Electron, ce qui renforce pour l'instant sa position dans le marché des services spatiaux et ouvre également des perspectives de croissance à plus long terme. Enfin, la troisième principale raison qui me pousse donc à m'intéresser à cette action, c'est la transition vers les essais du moteur de la nouvelle fusée. En effet, Rocket Lab développe ici une nouvelle fusée super lourde, ici donc la Neutron, capable de transporter des charges utiles de 13 000 kg. La première étape réutilisable de cette fusée réduira les coûts de production et augmentera les marges bénéficiaires. La première version complète du moteur Archimède également a été assemblée et est actuellement en phase de test au centre spatial de la NASA. Donc ici, ce sera évidemment des progrès à suivre tout au long du trimestre. Et malgré un report du lancement initial de fin 2024 à mi-2025, Rocket Lab a démontré des progrès concrets et positifs, tels que notamment l'achèvement du moteur et le début des tests. La société construit pour l'instant un nouveau site de lancement également sur l'île de Wallops en Virginie, préparant ainsi le terrain pour le lancement de sa fusée Neutron. Bon, maintenant qu'on a parlé effectivement du développement de la partie, j'allais dire plutôt commerciale, il est temps d'aller faire un petit tour du côté, j'allais dire, des performances financières du groupe. Alors du côté des résultats financiers de Rocket Lab, pour les 12 derniers mois, on note une augmentation des revenus de l'ordre de 15,48% à 282,46 millions de dollars. Le bénéfice brut a augmenté de 69,23 millions de dollars avec une marge brute, elle, située à 24,51%. Pour ce qui est des pertes nettes, elles se sont stabilisées autour des 181,21 millions de dollars et les flux de trésorerie opérationnels et libres, le free cash flow, ont diminué respectivement à moins 76,07 millions et moins 137,28 millions de dollars, principalement en raison de l'augmentation du fonds de roulement. La société dispose donc globalement d'un bilan solide avec une dette ici de 476 millions de dollars et des liquidités de 492 millions de dollars, ce qui lui assure environ 3 ans de fonctionnement sans générer de flux de trésorerie positif.
la majorité de la dette étant composée d'obligations convertibles venant à échéance en 2029. Cela donc ne devrait pas exercer de pression excessive à court terme du côté de la gestion de l'entreprise. Enfin, pour ce qui est donc des risques clés, parce qu'évidemment, il y a toujours un risque en matière d'investissement, on en a 3 d'identifiés. Le premier, c'est simplement le fait de continuer à générer des flux de trésorerie négatifs qui peut mener donc à des problèmes de liquidité, comme on l'a vu, hein, même si les obligations devraient amener à des droits et arriver à échéance en 2029, on n'est jamais à l'abri ici d'une accélération de la pression à court terme, et dans ce cas-là, ça pourrait devenir problématique, même si pour l'instant, hein, comme on l'a vu, ça ne l'est absolument pas. Les obligations convertibles également donc émises en février 2024 pourraient diluer la participation des actionnaires actuels. Donc ça, c'est une préoccupation, j'allais dire, qui nous concerne beaucoup moins, qui concerne surtout les grosses mains et les gros acteurs hein, ici, qui ont massivement investi dans l'entreprise. Et enfin, d'éventuels retards ou échecs dans le développement et les tests de la fusée Neutron pourrait réduire l'intérêt des investisseurs. Ça, en effet, c'est un risque majeur puisque même si on a pour l'instant de belles avancées, hein, même si le lancement ne devrait pas se faire avant 2025, on l'a vu qu'on a eu de nombreux tests, pour l'instant tous concluants, mais si jamais ici on devait échouer ou avoir des retards, effectivement ça pourrait ralentir les commandes, voire même pousser certains clients à se tourner vers la concurrence. Évidemment, en termes de concurrence, les premiers auxquels on pense, hein, c'est SpaceX. En résumé, Rocket Lab ici offre une opportunité d'investissement relativement solide grâce à la reprise des lancements et l'augmentation des commandes ainsi que le développement de nouvelles technologies. Maintenant, il est temps d'aller faire un tour du côté évidemment des graphiques. Hein. Ici, donc, on se retrouve sur un premier graphique hebdomadaire. Donc là, on voit effectivement que le cours de l'action a bien rebondi depuis le début de l'année sur un support qui était situé autour des 3,50 $ l'action. On est bien reparti à la hausse. Et si on zoome encore sur un graphique en bougie daily, on s'aperçoit ici qu'on a franchi un premier palier en termes de résistance, à un niveau des 5,20 $ l'action. On se dirige maintenant sur une belle poursuite de la hausse. On devrait bientôt attaquer le dernier sommet qui avait été atteint au 4e trimestre 2023 avant d'aller chercher tout simplement notre objectif ici, qui lui donc est situé sur le seuil des 8 $ le titre, soit un potentiel haussier de 43,11%. Et évidemment, le gros de ce potentiel repose, vous l'aurez compris, sur le lancement de la fusée, ici de sa fusée Neutron, et à très forte capacité de charge utile. L'horizon d'investissement, il est sur 12 mois, évidemment. 12 mois, pourquoi? Tout simplement pour avoir le temps de laisser se finir les derniers tests et d'assister au lancement de Neutron, qui sera donc l'une des clés du succès de cette opportunité et de ce potentiel haussier. En termes de risque, on est sur un niveau de risque relativement moyen, puisque même en cas de déception ici à court terme, il ne faut pas oublier que l'entreprise a déjà multiplié les contrats, elle a un carnet de commandes bien rempli, et qu'à court terme, il n'y a pas de tension du côté des flux de trésorerie. Il est temps de passer à notre troisième et dernière action du jour, puisque je rappelle, la quatrième opportunité cette semaine, ce sera un ETF que je vous ai spécialement sélectionné. Mais avant ça, on revient sur une entreprise. Alors, je sais, tout le monde n'aime pas ce type d'entreprise. On revient sur un fabricant de tabac, British American Tobacco, BAT. Quoi qu'il en soit, ça a beau être des entreprises, des secteurs d'investissement qui ne plaisent pas à tout le monde. En matière de rentabilité, c'est souvent très intéressant. Comme on dit, le vice paye. C'est-à-dire que du coup, de British American Tobacco, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'une des plus grandes entreprises internationales produisant des produits à base de tabac et de nicotine. L'entreprise s'est également bien diversifiée ces dernières années en entrant sur le marché des cigarettes électroniques, mais aussi des systèmes de chauffage de tabac, ainsi que de ces variantes de tabac à priser et à mâcher. Fondé en 1902, le groupe British American Tobacco, c'est important de le préciser, a son siège à Londres. On est donc sur une société britannique, bien que le nom puisse ici créer un peu de confusion. Alors, avant de poursuivre, on a David qui nous disait Rocket Lab pourrait remplacer AST Space Mobile dans mon portefeuille. Effectivement, ça peut être une possibilité. Ici, à étudier. Alors, comme je dis, on est sur un risque moyen, donc je m'en gaverai pas non plus, mais ça peut être toujours intéressant. Voilà, pour dynamiser un petit peu ton portefeuille, on est quand même sur une belle performance, je veux dire, assez ambitieuse, donc raison de plus pour rester quand même malgré tout mesuré. Et comme disait David, voilà, l'argent n'a pas d'odeur, en l'occurrence si, l'odeur du tabac. Voilà. Alors,
On poursuit ici, qu'est-ce qui me pousse à m'intéresser donc à British American Tobacco? La première raison, c'est justement la poursuite de la transformation de l'entreprise. Une entreprise de tabac qui pourrait en perdre petit à petit l'odeur, justement. L'approche la plus efficace et prioritaire pour lutter contre toute forme d'addiction est actuellement le concept de réduction des méfaits. Ce concept, c'est quoi? Il suggère tout simplement que si un consommateur de drogue, de tabac ou d'autres substances ne peut pas arrêter, il devrait passer à des alternatives moins nocives. Or, depuis 2012, ce concept est actuellement utilisé pour lutter activement contre le tabagisme, ce qui entraîne une réduction significative de la production annuelle de cigarettes, qui est passée de 5 900 milliards en 2012 à 4 700 milliards en 2022. Mais quoi qu'il arrive, le mouvement de réduction donc, des méfaits a également affecté ici British American Tobacco, réduisant son activité dans le domaine des produits de combustion du tabac. Cependant, l'entreprise prévoit de maintenir la croissance globale de ses revenus à moyen terme, grâce notamment à la transformation opportune de son business model, puisqu'elle s'est largement diversifiée dans les produits alternatifs et en fait là-dessus a du coup bien anticipé ce changement de tendance de consommation et cet effet ici de réduction des méfaits. En termes de produits aujourd'hui, du côté de British American Tobacco, on a alors chez ce qu'on appelle les ANP, c'est-à-dire les produits alternatifs de tabac, on retrouve notamment évidemment les vapotes ici, qui sont une gamme de produits donc commercialisés sous la marque Vuse de 2020 à 2023. La production est passée de 344 millions à 654 millions d'unités et les revenus ont augmenté de 611 millions pour atteindre 1,8 milliard de livres sterling. Pour ce qui est des produits de chauffage du tabac, on parle ici notamment des systèmes vendus sous la marque Glo. Donc la production est passée de 11 milliards à 24 milliards d'unités entre 2020 et 2023, avec des revenus croissants de 634 millions ici à 1 milliard de livres sterling. Enfin, troisième produit, c'est évidemment le tabac traditionnel à priser et à mâcher. Donc ce produit sous la marque Grizzly ici, la production et les revenus sont restés globalement stables et tournent à 1,16 milliard de livres sterling pour 2023. Et enfin, on a le tabac moderne à priser qui lui est commercialisé sous la marque Velo. La production a augmenté de 1,93 milliard à 5,36 milliards d'unités entre 2020 et 2023, avec des revenus qui eux aussi ont été multipliés en passant de 198 millions à 539 millions de livres sterling, toujours. Hop, alors attendez, si j'oublie aussi de vous faire défiler en même temps les slides, ça va pas le faire. Alors on poursuit avec ici une croissance des revenus de l'entreprise et donc en 2023, les nouvelles catégories de produits de British American Tobacco ont atteint leur rentabilité opérationnelle, ce qui prouve donc ici l'efficacité de sa transformation en termes de modèle économique et que l'entreprise a bien su anticiper justement cet effet d'alternatives moins nocives. En plus de ça, BAT ici promeut activement de nouveaux types de produits contenant de la nicotine sur de nouveaux marchés. En 2023, ces produits représentaient plus de 30% des revenus totaux dans 24 pays contre 16 pays un an plus tôt. On a également donc British American Tobacco qui continue de se transformer en un fabricant mondial de produits contenant de la nicotine, pas forcément liés donc à de la combustion de tabac. En 2023, les nouveaux produits moins nocifs ont atteint donc, la rentabilité opérationnelle, ce qui indique que la direction a bien, son équipe de dirigeantes a bien anticipé ce changement de business model. Alors, hop, voilà, deuxième raison ici dont je voulais vous parler, ce sont les vents favorables pour les nouvelles catégories de produits dont on a parlé précédemment. Lors de la téléconférence avec les investisseurs, donc suite aux résultats de la fin d'année 2023, la direction de British American Tobacco a listé plusieurs points qui pourraient avoir un impact positif sur les activités de l'entreprise dans le domaine de la production des alternatives au tabac. En février 2024, un litige de longue date également avec Philip Morris International concernant les droits de brevet dans le domaine des produits de tabac chauffé a été réglé, permettant donc à BAT de clarifier sa stratégie de développement à moyen terme, notamment pour son produit Glo, incluant le lancement donc de nouveaux produits. Début 2024, l'entreprise a aussi
lancé une nouvelle version de Glo appelée Glo Hyper Pro, une version premium avec une technologie de chauffage du tabac plus moderne et surtout une session d'utilisation prolongée. Enfin, côté BAT toujours, on a introduit de nouveaux consommables pour Glo, y compris notamment le premier stick à base de plantes sans tabac, disponible actuellement sur 11 marchés européens. La direction a également noté des améliorations dans les domaines des vapes jetables aux États-Unis. Actuellement, environ 60% du marché américain des vapes est constitué de produits contrefaits. Les autorités américaines prennent des mesures spécifiques pour limiter la vente de ces produits illégaux. Malgré tout, en 2023, c'est quelques 4 millions d'unités de cigarettes électroniques jetables qui ont été retirées ou interdites d'importation, et la FDA a imposé environ 5 millions de dollars d'amende aux fabricants et fournisseurs non conformes. Les États américains prennent également à leur échelle, pas l'État fédéral, mais les États vraiment américains prennent des mesures à leur échelle. Par exemple, en Louisiane, depuis octobre 2023, la demande s'est déplacée du segment illégal vers le segment légal. Des mesures similaires sont actuellement en cours d'adoption dans une vingtaine d'autres États, ce qui devrait mécaniquement permettre justement au groupe BAT de voir ses ventes augmenter d'autant en proportion. Ces vents favorables, donc combinés à la croissance organique du secteur de BAT, ouvrent la voie à une augmentation des ventes de vape aux États-Unis pour les prochaines années, jusqu'à au moins 2029. Enfin, dernière principale raison ici de s'intéresser à BAT, c'est le retour actif du capital aux actionnaires. Parce que si on s'intéresse à ce type d'entreprise, généralement le tabac, ou plus globalement, j'allais dire, le secteur du vice, des vices en général, c'est avant tout non pas pour de gros potentiels de plus-value, mais parce que ce sont des secteurs qui versent de gros dividendes. Et justement, British American Tobacco génère régulièrement des profits substantiels qu'elle redistribue en grande partie à ses actionnaires. L'entreprise verse actuellement des dividendes trimestriels de l'ordre de 0,57 livres sterling par action, ce qui correspond à un rendement annuel de 9%. En mars 2024, BAT donc a approuvé un programme de rachat d'actions de 1,6 milliard de livres sterling, dont 700 millions seront dépensés en 2024 et le reste en 2025, ce qui équivaut à 2,29% de sa capitalisation boursière. Vous le savez, j'apprécie toujours ce type d'initiative, ça permet vraiment de stimuler un petit peu plus à la hausse, de booster, un petit peu, certes artificiellement, mais malgré tout, quand on cherche de la plus-value, c'est toujours bon à prendre, et surtout c'est un excellent complément par rapport aux bons dividendes qui seront déjà versés par l'entreprise. Alors passons maintenant ici aux indicateurs financiers du groupe BAT. Alors, on va commencer par le chiffre d'affaires qui, lui, est donc de 27,28 milliards de livres sterling, soit en légère baisse de 1,35% par rapport à 2022. Son EBITDA ajusté, en revanche, elle est en légère hausse à 13,21 milliards de livres, ici, soit une marge, ainsi qu'une marge de 48,47%. En revanche, on a une perte nette de 14,19 milliards de livres contre un bénéfice de 6,85 milliards l'année précédente. Les revenus et le bénéfice d'exploitation sont restés stables, mais les revenus des nouveaux produits ont augmenté, eux, de 21%. La perte nette est due, quant à elle, à une dépréciation tout simplement non monétaire des marques, qui est de l'ordre d'environ 27 milliards de livres, ce qui est donc un événement ponctuel. Sans cette dépréciation, le bénéfice net aurait été de 7,7 milliards de livres. Sur les 12 derniers mois, le flux de trésorerie opérationnel a augmenté donc à 10,71 milliards de livres contre 10,39 milliards en 2022, et le flux de trésorerie libre est passé, lui, à 9,74 milliards, enfin plutôt de 9,74 milliards à 10,11 milliards de livres grâce à une augmentation donc des bénéfices d'exploitation. On a donc un solide bilan du côté de BAT, avec une dette totale qui s'élève à 39 milliards de livres, des liquidités et des investissements à court terme qui, eux, s'élèvent à 5,26 milliards de livres, et un ratio dette nette sur EBITDA ajusté de 2,6. Le calendrier de remboursement de la dette prévoit également 4 milliards par an pour les 4 prochaines années, ce qui ne devrait pas trop peser pour l'instant sur la stabilité financière de l'entreprise quand on tient compte de son flux de trésorerie relativement constant. En revanche, comme tout investissement évidemment, il faut passer sur les quelques risques clés qui apparaissent, et j'en ai noté 4 ici.
Le premier, c'est tout simplement le risque réglementaire. On est quand même sur un fabricant de tabac, on sait qu'aujourd'hui le tabac, c'est nocif pour la santé, c'est pas très populaire, et on a des interdictions, donc des réglementations sur le tabagisme qui pourraient affecter la demande de la part des consommateurs. Deuxième risque ici, c'est la réduction rapide de la consommation de cigarettes, une diminution qui est pour l'instant plus rapide que prévu et qui pourrait donc réduire, si elle était plus rapide que prévu, qui pourrait réduire les résultats globaux, en particulier si elle diminue plus vite que les nouveaux produits ne sont adoptés par le grand public. Ensuite, on a également une étude sur la nocivité des nouveaux produits, de nouvelles études menées sur les alternatives au tabac, si elles devaient amener à paraître, pourraient nuire donc aux ventes et à leurs actions, à la valeur évidemment des actions derrière. Et enfin, dernier élément, c'est tout simplement globalement la tendance aujourd'hui à un mode de vie sain. Donc si cette dernière tendance continue de se renforcer, elle pourrait durablement affecter négativement les résultats financiers de la valeur de l'entreprise, puisque même si on commence à se diversifier, même si on a de plus en plus d'alternatives et de produits alternatifs qui ne autres que des cigarettes et du tabac combustible, on dépend toujours en très grande partie de la nicotine. Et donc quand on parle ici de changement de tendance de mode de vie sain, on parle ici évidemment de mode de vie sans nicotine, et si ces modes de vie devaient se populariser, à ce moment-là, effectivement, le cours de l'action, lui, pourrait chuter. Voyons maintenant ce qu'il en est du côté du cours de l'action, justement. Alors ici, on se retrouve sur un graphique hebdomadaire, on est revenu donc assez long terme. Pour l'instant, on peut observer donc que depuis le début de l'année 2022, on a eu une très forte baisse ici. On était notamment impacté en grande partie du côté de BAT par le conflit aussi latent sur la question des brevets, problème latent avec Philip Morris International, problème qui a enfin été réglé. Alors ça ne suffira pas évidemment, on peut le voir, à faire exploser le cours de l'action à la hausse, mais entre le fait que cette inquiétude majeure qui a enfin été réglée et les nouveaux produits qui commencent à être massivement adoptés et une stratégie qui pour l'instant paye avec un bon bilan du côté de BAT, ça pourrait permettre au cours de l'année de dynamiser de plus en plus le cours de l'action et lui permettre d'aller chercher notre objectif, mon objectif qui pour l'instant est situé sur les 40 livres sterling l'action. Si on zoome un peu plus ici sur un graphique donc en daily, on observe effectivement un peu mieux la rupture donc de la tendance. C'est une rupture qui s'est donc effectuée début 2024, on voit bien qu'on a cassé à la hausse la précédente résistance justement oblique, ici tracée en rouge. On a commencé à évoluer sur un support oblique ici. Alors certes, on a un début de tendance haussière, elle n'est pas relativement puissante, mais cette tendance pourrait aussi s'accélérer en raison tout simplement de l'un des principaux éléments dont je vous ai parlé, qui est le dividende. Avec un dividende de 9%, avec 9% de rendement plutôt des dividendes, évidemment que BAT pourrait séduire, en particulier dans un contexte de baisse des taux. Et oui, dans un contexte global où on s'attend à ce que la Fed baisse ses taux dès le mois de septembre, mécaniquement, les produits, les obligations et les produits du marché obligataire vont devenir moins attractifs, et donc on pourra avoir plus d'investisseurs qui pourraient se rabattre sur ce type d'action ici spécifiquement, et forcément, quand on achète des actions, on fait monter le cours. Et donc ça, c'est également un potentiel effet qu'il va falloir surveiller, prendre en compte au cours des prochains mois. Alors, notre risque ici, en matière d'investissement, c'est un risque relativement modéré. Pourquoi? On est sur un géant très bien implanté, qui a déjà opéré une transition par rapport aux tendances justement à la fois du marché, mais aussi aux tendances en termes réglementaires qui sont arrivées. On est donc sur un horizon d'investissement qui est relativement court, de l'ordre de 9 mois, avec donc un potentiel de hausse qui lui est de 24,77% pour atteindre les 40 livres sterling l'action, mais surtout avec un rendement de 9%, il ne faut pas exclure, pour ceux qui apprécient les portefeuilles orientés, j'allais dire rendement, pour se générer des flux de revenus passifs, typiquement là on est sur une action que l'on peut conserver à long terme en portefeuille pour se générer des flux passifs. On a une société globalement solide, on l'a vu, un bilan particulièrement bon, donc outre le potentiel de plus-value à court terme, il ne faut pas ici négliger donc le potentiel rendement à très long terme, 9% sur plusieurs années, d'autant plus qu'on est sur une entreprise qui n'a pas pour habitude de diminuer les paiements de ses dividendes. On est plutôt au contraire sur des paiements stables, voire
en hausse régulière au cours des dernières années. Donc ça, c'est aussi un élément dont il faut tenir compte et qui pourrait donc déboucher ce rendement sur un rendement supérieur à 10%, voire même supérieur à 12% d'ici 3 à 5 ans. Alors, on passe maintenant donc à notre ETF Vanguard Long Term Bond. Ici, quelle est l'idée? Cet ETF, c'est tout simplement l'ETF donc de l'entreprise Vanguard et c'est un fonds négocié en bourse géré par Vanguard Fixed Income Group. Il offre notamment une exposition relativement large aux obligations à long terme de qualité, ici de qualité investissement sur le marché obligataire américain. Quelle est l'idée concrètement derrière cet achat d'ETF? C'est tout simplement miser sur le ralentissement de l'inflation et la normalisation du marché du travail favorable aux baisses des taux qui sont pour l'instant attendues dès le mois de septembre du côté de la Fed. On a donc les taux actuels de la Fed, de la Réserve fédérale, sont situés actuellement entre 5,25 et 5,50%. C'est le plus élevé des 23 dernières années et le marché anticipe déjà un nouveau cycle d'assouplissement. Bien que les 3 baisses des taux soit attendu cette année, des données robustes sur le marché du travail ainsi qu'une inflation lente à baisser ont retardé la décision de baisse des taux du côté de Jérôme Powell. Dans le récent rapport de politique monétaire semestrielle de Jérôme Powell au Congrès américain, plusieurs points clés ont été soulignés. Tout d'abord, on a le fait que le calendrier politique ne doit pas influencer les décisions sur les taux de la Fed. Les données économiques seules seront le moteur de la décision de l'institution. Deuxième élément, c'est le fait que l'inflation doit se diriger vers l'objectif de 2% avant que la Fed commence à assouplir donc, ses taux directeurs. Troisième élément, on a le fait que l'économie américaine n'est plus en surchauffe. Et ça, effectivement, c'est déjà le cas. Et les préoccupations en matière d'emploi entrent en discussion. Et enfin, dernier élément clé, c'est un taux d'intérêt trop élevé trop longtemps risque ici d'affaiblir indûment l'activité économique et notamment l'emploi américain. Actuellement, le marché prévoit une baisse des taux d'ici donc la fin de 2024 avec une probabilité pour l'instant plus de 80% des traders misent déjà sur une baisse des taux dès le mois de septembre. En cause notamment les derniers chiffres de l'inflation qui est en net repli du côté de la consommation notamment des ménages et le fait que le chômage aussi, les chiffres du chômage soient en train de repartir à la hausse. Et justement, pour être un peu plus précis, en matière d'inflation, on a les dépenses des consommations personnelles, ce qu'on appelle les dépenses PCE dans le calendrier économique, qui ont légèrement diminué de 2,6 contre 2,7 auparavant au mois de mai. Plus important encore, les PCE de base, qui excluent donc les prix volatiles des aliments notamment et de l'énergie importée, a également chuté de 2,8 à 2,6%. Le récent rapport aussi de l'indice des prix à la consommation, ici, celui qu'on a eu la semaine dernière et que vous avez pu trader avec mon collègue Riles en direct jeudi dernier, a montré une baisse de l'inflation de 3,27% en mai à 2,97% en juin, soit le niveau le plus bas depuis juin 2023. Pour ce qui est de l'emploi, avec un taux de participation de la main-d'œuvre légèrement plus élevé à 62,6%, le taux de chômage continue d'augmenter et a atteint les 4,1% aux États-Unis, un niveau atteint pour la dernière fois en novembre 2021. La croissance des salaires horaires moyens a également ralenti à 3,9% sur les 12 derniers mois. Enfin, dernier point clé ici, c'est la consommation. Les tendances de ralentissement de la consommation reflètent donc l'effet souhaité de maintenir des taux élevés. La Fed sera donc réticente à provoquer une chute trop importante de la consommation, d'où la nécessité pour elle de commencer à agir ou à défaut d'agir rapidement, de commencer à planifier son intervention pour diminuer ces taux. Ensuite, on passe également aux autres effets. On a notamment la distorsion du marché immobilier. Les taux d'intérêt records ont créé des distorsions inattendues dans le secteur immobilier. Les Américains, pour l'instant, hésitent de plus en plus à acheter ou à changer de maison en raison des taux hypothécaires, actuellement plus bas que ceux nécessaires pour un nouveau prêt. Les prix des logements et des loyers ont aussi augmenté avec une croissance ici de l'ordre de 5,2%, soit la moyenne la plus élevée de ces dernières années. Enfin, ici, on va pouvoir maintenant passer aux caractéristiques et aux choix stratégiques de cet ETF Vanguard Long Term Bond ETF. Donc ici, qui se note un BLV en termes de ticker pour ceux qui voudraient le retrouver facilement. On est sur donc le ticker BLV.
Alors, nous recommandons cet ETF ici tout simplement pour bénéficier de la tendance à la baisse des taux. Cet ETF inclut surtout des obligations américaines de qualité investissement à long terme. Et donc les principales métriques de cet ETF sont notamment en termes d'actifs sous gestion, on a 8,6 milliards de dollars. On a également un peu plus de 3090 participations sur les 10 premières obligations. On a un ratio de dépenses qui est de l'ordre de 0,04%, un coupon moyen qui lui se situe à 3,9%, un rendement moyen à échéance à 5,2% et donc un rendement de distribution de l'ordre de 4,44%. La durée moyenne de maturité des obligations détenues dans le portefeuille est de 22,5 ans, ici avec une durée moyenne elle de détention qui est située à 13,7 ans. En termes de performance, on est sur une performance pour l'instant annuelle de l'ordre de moins 3,95%. Alors, en conclusion ici, l'ETF, donc Vanguard Long Term Bond, offre une opportunité d'investissement solide avec un potentiel de hausse ici en termes de valeur de part de 18%, mais surtout un rendement de distribution de 4,5% dans un contexte global de baisse des taux d'intérêt. Le but de cet ETF, il est relativement simple, c'est évidemment pas, on n'est pas sur un actif aussi dynamique que les opportunités qu'on a pu voir précédemment sur les actions, c'est tout le contraire. Là, l'objectif c'est d'investir dans un produit relativement sûr, qui a peu de volatilité et qui au contraire, en plus d'avoir peu de volatilité, devrait plutôt s'apprécier donc à la hausse avec une plus-value potentielle supérieure à 18% à aller chercher tout en versant un coupon ici des intérêts relativement stables de l'ordre de 4,5%, ce qui permet les deux combinés d'aller chercher une performance tout à fait correcte sur un actif qui lui n'est quasiment pas risqué. Si on vient regarder justement ce qui se passe du côté des graphiques, ici on voit bien l'effet de l'anticipation de cette baisse des taux qui a poussé donc le cours de l'ETF à s'approcher, ici à tester la moyenne mobile 100 en graphique weekly, en graphique hebdomadaire. Alors pour l'instant, on voit bien qu'on a pris une dernière impulsion sur le support oblique que l'on a donc en blanc sur le graphique. Et maintenant, on attend tout simplement l'annonce officielle de la baisse des taux qui devrait permettre ici de casser avec des volumes la moyenne mobile 100 pour aller chercher justement notre objectif ici qui est situé lui à 85 $ l'action, soit une plus-value donc de 18,2% exactement à aller chercher, le tout avec un rendement de 4,5%, donc qui reste relativement intéressant. On est sur un horizon évidemment de l'ordre de 12 mois. Pourquoi 12 mois ? Parce que l'objectif c'est d'encaisser ces 4,5% de rendement avant de liquider le titre. Alors dans les faits à terme, pour ceux qui voudraient conserver, j'allais dire, des actifs de fonds portefeuille relativement sûrs, ici on pourrait conserver l'ETF à long terme, en tout cas tant qu'on se dirige vers une baisse des taux et tant que la politique monétaire de la Fed reste avec des taux faibles, on pourra envisager de conserver ici donc cet ETF en portefeuille qui offrira à la fois du dynamisme en termes de plus-value vis-à-vis du prix de la part d'ETF sur les marchés, mais aussi avec un rendement stable qui lui devrait être autour des 4,5% en continu pour les prochaines années. Le risque, évidemment, il est ultra faible. On est sur un ETF qui est bien géré. En plus de ça, on n'est pas sur un ETF qui est basé sur des actions, mais sur des obligations. Et on est sur des obligations de qualité investissement. Donc très clairement, on est ici sur un actif relativement sûr.